Bonjour à tous. Donc effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire un petit voyage à travers de l'architecture et une architecture qui permettrait de visualiser le résultat de modèles prédictifs, par exemple, euh, en temps réel. Je vais commencer par une très rapide introduction. Donc, effectivement, mon nom c'est Nicolas Brigitte Alfonsine. Comme l'a dit Julien, j'ai cofondé et je dirige aujourd'hui la société NoData. Donc, c'est une solution de plateforme analytique pour Not Only Data. Mais à la limite, je ferai 2-3 mots à la fin pour vous expliquer le contexte. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous voir. On est dans le stand en prenant un café et on sera ravis de vous expliquer ce que c'est et ce que l'on fait. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec une architecture que je vais vous présenter? Finalement, c'est la capacité de visualiser en temps réel le résultat de modèles par exemple, des use cases qui peuvent être industriels, des use cases de production. On va avoir des indicateurs et des scores qui vont être calculés par des modèles et on a besoin de les visualiser pour tout un tas de raisons, un suivi de bonne conduite des opérations ou une levée d'alerte, etc. Donc comment on arrive à cette fin-là? En termes d'architecture, l'idée c'est de se dire qu'on a des applications opérationnelles qui émettent des événements, donc que ce soit des outils industriels ou que ce soit des applicatifs en tant que tels. Ces applications opérationnelles en tant que telles, finalement, elles vont émettre des événements que l'on va stocker ou que l'on va envoyer, en tout cas, dans une pipeline. Donc, je vais partir du postulat que vous êtes familier avec le concept de pipeline et de data pipeline, mais par exemple, ça peut être dans un flux Kafka, ça peut être dans ce genre de technologies, finalement, qui vont avoir une mécanique de réception d'événements et de consommation d'événements. Et donc, cette consommation d'événements, finalement, elle va être récupéré derrière par exemple un modèle de calcul de score qui va être établi par une équipe de data scientists, par exemple, qui va pouvoir avoir défini certains critères et réémettre derrière une notation ou un score issu de ce modèle. Donc, en partant de cette architecture-là, finalement, la première question est comment on va aller consommer ces données dans la pipeline. Donc, on a notre modèle de score qui calcule déjà qui consomme déjà ces données-là, mais maintenant, les autres consommateurs, que va-t-il se passer? On va avoir besoin, je dirais, de structurer ces messages. Ça va être le premier problème. Le premier problème, ça va être de dire, OK, on a des applications opérationnelles, on a des modèles qui émettent des scores. Comment je peux rapprocher mes événements de mes scores? Comment je peux faire le lien? Comment je peux avoir toute cette traçabilité-là? Comment je peux avoir la bonne séquence? Comment mon consommateur peut garantir cet ordre? Et finalement, c'est ces questions qu'on va se poser au moment de la réception et de la collecte de cette donnée-là. Il y a un autre aspect et une autre question qui peut se poser, c'est que finalement cet événement il est volatile jusque-là, c'est-à-dire que moi, je l'ai consommé soit, mais j'ai pas de vision de stock en tant que tel, et donc je vais potentiellement avoir besoin aussi de les consommer pour les stocker ailleurs, dans un data lake, dans un espace temporaire de stockage, etc. Et donc finalement je vais vraiment avoir besoin de me poser aussi la question en termes de performance de ce stockage, de coût. Si j'ai besoin d'y accéder après, il faut que ce soit rapide, donc dans quel type de stockage je mets et comment j'y accède. Et puis je vais avoir cette consommation pour l'affichage, que je détaillerai aussi. Pour répondre à cette problématique de consommation pour l'affichage, finalement, qu'est-ce que je peux utiliser comme technologie? Dans l'idée, je pourrais avoir une application qui va consommer directement un pipeline, mais ce n'est pas forcément le plus simple. Je dirais qu'aujourd'hui, si je veux consommer, si je veux avoir accès à une application de visualisation, le plus simple, c'est le navigateur web, puisque c'est hégémonique, tout le monde en a un, de son smartphone à sa montre, à son ordinateur. Et puis on a ce nouveau version du protocole HTTP, le HTTP2, qui permet de pousser l'information. On n'est plus obligé d'aller requêter, d'aller faire du pull sur la donnée événementielle. On peut la recevoir dès qu'elle est émise. Donc finalement, ça répond bien à nos critères, sans compter le fait qu'effectivement, ce sont des compétences qui sont répondues aujourd'hui. Donc ce qui nous amène sur une architecture du genre, où on a notre data pipeline qui reçoit ces données de score et opérationnel. On peut avoir notre stockage effectivement plus persistant en termes de données. Et puis finalement, ce qu'on va décider de faire ici, c'est OK, on va faire un petit service en HTTP2 qui va permettre de pousser les événements vers un navigateur pour avoir cette poursuite et cette continuité du temps réel. Et puis, il pourrait accessoirement l'enrichir
aussi, puisque parfois, comme on l'a vu dans les problématiques de structuration, on va aussi avoir besoin de refaire le lien avec un contexte, de refaire le lien avec une séquence, et donc éventuellement d'enrichir ou d'agréger éventuellement certains événements. Maintenant, côté navigateur, parce que je dirais que là, on a fait la partie sous-jacente. Côté navigateur, qu'est-ce qui se passe? On va, je dirais, avoir besoin d'avoir une vision sur quels sont les événements qu'on a reçus et lesquels sont disponibles à l'affichage. Parce qu'on ne va pas forcément avoir, je dirais, la nécessité d'afficher tous les événements dès qu'on les a reçus. Est-ce qu'ils sont conformes? Est-ce qu'ils sont cohérents aussitôt qu'ils sont arrivés, etc. On va être capable de dire que ok, je lance mon affichage et ma visualisation, je dois être capable de pouvoir afficher quelque chose instantanément. Donc potentiellement d'aller récupérer du stock pour afficher. Si par exemple mon affichage c'est une courbe, si j'affiche juste un point, c'est assez dommage. J'ai bien envie d'afficher les points précédents. Et puis finalement, cet affichage au niveau du navigateur, parfois je ne vais pas aller requêter le stock systématiquement dès que je bouge des choses. Je vais peut-être profiter du fait de recevoir en temps réel mes événements pour aussi en garder un certain volume au niveau du navigateur. Et cet ensemble de problématiques doit tenir compte des capacités. Si j'ai envie d'avoir une application mobile, je ne peux pas lui envoyer des millions d'événements par seconde, ça ne tiendra jamais, on est tous d'accord. Du coup, un autre aspect qu'on va avoir besoin de réaliser côté navigateur, ça va être tout cet aspect, je dirais, un peu analytique. On va peut-être être consommateur et on va peut-être s'abonner à des événements qui vont être en surplus. Je vais recevoir trop d'événements, trop d'informations, je vais avoir besoin de les filtrer, de dire ok, cela, j'en ai pas besoin. Mon utilisateur en face de moi, il a pas besoin d'afficher cette typologie d'événements, donc je vais les filtrer, je vais les ignorer, je vais les masquer. Et je peux aussi avoir besoin de fonctionnalités plutôt d'agrégation ou de calcul, en me disant ok, je reçois des événements, mais je ne veux pas afficher la granularité événement à mon utilisateur, mais la granularité 30 secondes, 1 minute, parce que c'est beaucoup plus lisible fondamentalement. Et sur cette agrégation-là, je vais peut-être pouvoir faire un calcul, une moyenne, un maximum, un minimum, un écart type, etc. Donc, je vais avoir besoin de réaliser tous ces calculs-là aussi à l'intérieur de mon navigateur si je veux offrir réellement du temps réel dans l'architecture que je vous montrais juste avant. Donc, si je résume un petit peu la manière dont on peut réaliser ce genre de choses, on va avoir, donc en dehors de notre navigateur, c'est tout ce qu'on a vu avant. Donc, je vais recevoir depuis mon service HTTP2 mes événements en temps réel. Là, je vais devoir m'assurer que je sois bien connecté, que j'ai pas eu d'erreur, que le format attendu il est correct, etc., etc. Et puis finalement, une fois que j'ai cet événement-là, je vais avoir besoin, au niveau du navigateur, d'avoir aussi cette gestion d'état, de savoir, ok, j'ai ça comme événement, ils ont telle consistance, et je les ai stockés. Donc je vais être obligé de faire finalement du state management au niveau de mon navigateur. Et d'être obligé de me dire, ok, j'ai récupéré des événements, je les ai stockés du point de vue du navigateur, et je sais qu'est-ce que j'ai comme événements, lesquels sont disponibles, lesquels sont corrects. Et je vais aller aussi potentiellement les enrichir, parce que je vais peut-être avoir besoin de contexte, peut-être avoir besoin d'interagir avec une autre API pour pouvoir afficher, je sais pas, un nom d'utilisateur plutôt que son code ou son identifiant technique. Et finalement, dès que mon changement d'état change, vu que je veux quand même avoir affiché une visualisation de temps réel à mon utilisateur, je vais devoir automatiquement aller éventuellement recalculer tout ce que j'avais décidé de faire. Si j'avais décidé d'agréger mes événements toutes les 30 secondes, dès que j'ai un nouvel événement, mécaniquement, mon dernier segment de 30 secondes a été modifié. Donc il faut que je refasse le calcul de moyenne, de max, etc. Et puis finalement, que je prévienne mon affichage en lui indiquant, voilà, j'ai un nouveau point, j'ai une nouvelle valeur, ma valeur a été modifiée, il faut mettre à jour l'affichage. Donc du coup, on va avoir ici, je dirais, cette dualité de paradigme où on va avoir vraiment un ensemble de fonctionnalités qui vont être event-driven et un autre ensemble de fonctionnalités qui, elles, ont besoin d'être plutôt managées d'un point de vue état. On va avoir ce lien-là, et je dirais que dans ce type d'architecture, côté navigateur, l'aspect qui va être intéressant, ça va être effectivement que le changement d'état va permettre de réémettre, lui, un nouvel événement qui va être sa modification d'état et qui va pouvoir impacter le reste. Finalement, ce que je suis en train de décrire un petit peu ici, ça va s'approcher, pour ceux qui sont familiers avec le concept du edge computing. L'idée derrière, finalement, c'est de pouvoir optimiser l'infrastructure sous-jacente. Parce qu'une autre approche qui aurait pu être réalisée pour ce cas d'usage aurait été de dire mon rendu graphique et mon rendu d'affichage, il est fait côté serveur. Dès que je reçois un événement, j'ai un processus qui recalcule un graphique, qui va chercher ces données et qui le met à disposition de tous les consommateurs.
Le problème, c'est qu'effectivement, on a ce process qui va tourner systématiquement, qu'il y ait des consommateurs ou pas, et qui va devoir réaliser l'ensemble des combinatoires attendus de tous les utilisateurs. Et donc finalement, on a une surconsommation de ressources. Et donc on va devoir avoir des capacités bien plus importantes, alors que quelque part, pour ce type d'opération, le navigateur web, le périphérique final de l'utilisateur est suffisant. Et donc pourquoi ne pas l'utiliser? Et donc on va bien être dans cette logique-là pour tout ce qui est calcul d'agrégation de dernier kilomètre, on va dire, ou ce genre de choses. Un autre aspect important aussi, c'est l'expérience utilisateur. Un utilisateur qui souhaite filtrer, par exemple, des événements en fonction de certains critères, ça pourrait donc, dans une architecture complètement côté serveur, redéclencher un nouveau traitement, une nouvelle requête. Il faut attendre que la requête parte, traverse le réseau, se réalise, refasse le calcul, revienne, soit réinterprété, soit affiché, alors que fondamentalement, si tout se passe au niveau du navigateur, le temps de la réactivité est beaucoup plus courte. On va arriver sur la dernière étape, je dirais, de cette architecture-là, qui va être la représentation graphique. Donc, il faut évidemment avoir une représentation graphique qui est adaptée au temps réel. Alors, je ne vais pas rentrer dans énormément de détails ici, mais effectivement, tout ne va pas, comment dire, correspondre à un rendu de données en temps réel. On pense forcément plutôt à la validation de motifs. Par exemple, si on a un nuage de points avec une limite qui apparaît, on va pouvoir identifier en tant qu'être humain très rapidement des points qui sortent des limites, qui sortent de l'ensemble, des motifs qui changent, des motifs qui varient, et donc pouvoir réagir. Et éventuellement, à terme, ne plus faire en sorte que ce soit plus un humain d'ailleurs qui fasse cette observation-là. Ça peut aussi être plutôt en termes de courbes, en termes d'atteinte de limites, pouvoir voir ces indicateurs-là visuellement et réagir beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement. La représentation graphique a du sens parce qu'elle permet à nous, êtres humains, quelque part, d'interpréter la donnée de manière très efficace et très rapide et de pouvoir interpréter un ensemble de données de manière efficace et rapide. Donc il faut aussi penser cette représentation pour cet usage-là. D'un point de vue plus technique, la visualisation, donc comme je disais, elle est dans la moitié event-driven, donc elle doit être capable de réagir à la modification de données. Donc on doit, si je prends un exemple, si j'ai affiché une courbe et que je reçois un nouvel événement, je n'ai pas envie que l'ensemble de ma courbe se rafraîchisse ou que ma page se rafraîchisse. Il faut que un point apparaisse sur ma courbe, éventuellement l'ensemble se décale, que mon échelle se remette à jour, que mes labels se remettent à jour, s'ils se chevauchent, qu'ils ne se chevauchent plus, etc. Donc toute cette logique-là, elle doit être bien appliquée à chaque fois qu'un nouveau point est ajouté et de manière fluide pour l'utilisateur. Pour ce faire, finalement, l'approche qui me paraît la plus logique, c'est d'utiliser le pattern réactif jusqu'au rendu littéralement graphique de la donnée. L'idée du pattern réactif, et vous allez retrouver finalement la même logique qu'on a appliquée jusque-là, finalement, notre graphique, il a un état. J'ai des barres X, Y, j'ai des points, j'ai un graphique, j'ai des labels, etc. C'est un état à un instant T. Maintenant, si j'ai le changement qui est émis par mon gestionnaire d'événements, qui a changé d'état, qui a réappliqué ses calculs d'agrégat, etc., va donc me dire, OK, le point qui était en position 5,2, bah maintenant il est en 5,3. C'est l'état de mon graphique qui va donc changer pour refléter l'état de mes données. Et donc, dans la même mesure, je vais réaliser tout un calcul d'impact. Si j'ai modifié mon point, est-ce que ça change mon échelle? Est-ce que ça change ma couleur? Est-ce que ça change la position de l'ensemble de mes autres points? Et donc, je vais devoir mettre à jour cet ensemble d'états. Donc, on a une petite magie dans le navigateur récemment qui s'appelle Shadow DOM, si certains sont familiers avec la technologie, mais qui permet de simuler les impacts de tous ces objets graphiques dans le navigateur. Et de manière relativement performante. Et une fois qu'on a validé que le rendu était bien l'état attendu, alors on l'affiche, et alors on peut aussi appliquer une transition de manière fluide et de manière graphiquement esthétique. Donc c'est en appliquant ce pattern réactif, en suivant éventuellement tout ce pattern event-driven depuis le début, qu'on a vraiment ce lien d'événement continu de l'affichage par l'utilisateur jusqu'à l'émission de la donnée au niveau opérationnel. Et donc on a vraiment cette poursuite du temps réel de bout en bout. Voilà pour finalement
la manière dont on perçoit et dont on visualise dont on perçoit la visualisation de données en temps réel et comment on peut l'approcher avec un score. La question est finalement comment nos data pourraient éventuellement aider avec ça. Vu que c'était une infrastructure et une philosophie qui nous tient plutôt à cœur, l'idée c'était effectivement que ça s'inscrive plutôt bien avec notre solution. Donc on a un composant qui s'appelle le bridge no data et donc qui remplace bien toute la partie HTTP2, mise à disposition du service, etc. Et on a la partie dashboard et visualisation de données. Donc on a notre propre bibliothèque de rendu graphique et notre propre moteur analytique in-memory browser-side qui permet de prendre en compte toute l'application des calculs qui sont faits sur les sources de données et le rendu graphique qui est fait de manière réactive et donc qui permet d'être extrêmement fluide dans le rendu. Quelques minutes, je crois. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. 1, 2, 2. Si vous avez des questions, moi j'en ai une. Nicolas, déjà, merci pour ton intervention. Voici ma question. Est-ce que tu as des retours sur la performance ou des abacs de volume pour ce type d'architecture ? Alors donc oui, puisqu'effectivement c'est une question qu'on peut se poser, c'est sympa, tout est dans le navigateur, etc. Mais quelque part, moi si j'envoie des millions d'événements, même des milliers, comment ça réagit, comment ça se passe? Donc effectivement, c'est la première question et c'est le premier point qu'on peut se poser face à ce type d'architecture-là. Donc à mon sens, il n'y a pas de magie noire, comme j'aime bien dire. Si on balance des millions d'événements par seconde à tous les utilisateurs qui se connectent, ça ne se passera pas bien. Par contre, de nos abacs et de notre expérience, finalement, un navigateur qui, je dirais, allez, Internet Explorer 11. Et sur un ordinateur pas top, un petit truc qui fait à peine tourner Office, on va avoir des temps de réponse qui sont acceptables, on va dire, jusqu'à 1 million de cellules. Non, c'est 1 million de points, fondamentalement. Donc ça va être ça notre abac aujourd'hui en termes de performance. Voilà. Ok, donc si j'ai un vieil ordinateur, ça passera. Avec un vieil ordinateur, ça passera. Ok. Des questions ? Je vous remercie. Merci Nicolas. Pas de souci. Et donc Merci. on va enchaîner dans